Pour notre grand angle, nous recevons ce soir Michel Georget, qui est professeur agrégé de biologie et l'auteur d'un ouvrage vraiment passionnant, L'apport des vaccinations à la santé publique. Mais en fait, c'est le sous-titre qu'il faut regarder de près, la réalité derrière le mythe. Alors justement, Martial, vous parlez du sous-titre, la réalité derrière le mythe. Alors, qu'est-ce que c'est le mythe de la vaccination? Bonsoir Michel Georget, tout d'abord. Bonsoir à vous. Eh bien, le mythe, si on résume, grâce à la vaccination, les maladies infectieuses ont régressé, voire disparu, la variole par exemple. Et d'autre part, la vaccination est un procédé sans danger, et par conséquent, tout est bénéfice dans la vaccination. C'est efficace et c'est sans danger. Donc pour vous, ça, c'est un mythe. En quoi est-ce un mythe, simplement? Eh bien, parce que sur les deux points, on peut montrer que déjà en ce qui concerne l'impact sur la régression des maladies infectieuses, eh bien, l'OMS le dit elle-même, le facteur principal a été l'élévation du niveau de vie. Et quand je dis élévation du niveau de vie, c'est aussi bien l'amélioration de l'alimentation, du logement, de l'hygiène, toutes causes qui ont permis aux familles, si vous voulez, de mieux lutter contre les maladies de façon naturelle. Vous dites que les vaccins ne sont pas aussi innocents qu'il y paraît. Mais globalement, grâce aux vaccins, les maladies ont vraiment reculé dans le monde. Alors les maladies ont reculé. Le problème est de savoir s'il n'y a pas eu d'autres facteurs parallèles à l'utilisation des vaccinations. Et c'est justement lorsqu'on examine ces facteurs parallèles qu'on s'aperçoit que les facteurs essentiels, comme je viens de le dire et comme l'OMS l'a dit, eh bien, ce sont surtout les améliorations des conditions de vie. Et l'un des mythes, je dirais, c'est le problème que l'on a avec la vaccination antivariolique. Bon, la variole a disparu, on a vacciné contre la variole jusqu'en 1979. Alors évidemment, pour beaucoup, et pour vous notamment, c'est un petit peu lointain, mais cette vaccination est présentée comme ayant été le succès majeur pour la disparition de la variole. Eh bien, ceci, c'est une contre-vérité. C'est un des mythes qu'il faut éradiquer. C'est d'ailleurs le titre d'un des paragraphes de mon livre où j'ai mis l'éradication de la variole par la vaccination, une légende à éradiquer. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque la variole a été éradiquée, l'OMS a publié un rapport, donc après 1979, dans lequel il est dit noir sur blanc que les campagnes de vaccination de masse ont été la plupart du temps un échec et que la variole a été vaincue en changeant de stratégie et en adoptant ce qui a été appelé la stratégie de surveillance-endiguement, c'est-à-dire la surveillance des malades, la surveillance des contacts, de façon à limiter la contagion, et c'est ça qui a fait disparaître la variole et non pas la vaccination. Car il est écrit noir sur blanc dans ce rapport que la plupart du temps, les campagnes de vaccination de masse ont été un échec. Dans les 15 premiers jours, je commençais à sentir des fourmillements au bras et à la jambe. J'avais ma jambe, je la sentais plus. Je me tenais à des amis. J'étais dans un état comateux, j'ai pas trop de souvenirs. Le problème de la vaccination, c'est que le système immunitaire, ça c'est un point extrêmement important dont on ne parle jamais, le système immunitaire fonctionne sous le contrôle d'un autre système, qui est le système HLA, qui est l'abréviation de Human Leukocyte Antigen, qu'on appelle aussi
le complexe majeur d'histocompatibilité. Bon, ce sont des noms un peu savants. Non, mais je connais très bien, puisque peut-être que vous connaissez le docteur Navrocki, qui en parle assez souvent. Lors d'une dernière conférence, j'ai pu en discuter avec lui. Effectivement, le terrain, c'est important. Ce terrain, justement, pas toutes les personnes vont réagir de la même façon en fonction de l'injection du vaccin, du coup. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi on n'en parle pas de ça, de ce terrain-là? Pardon? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne prend pas en compte? Ah ben justement, c'est bien ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'en prend pas en compte, parce que les vaccins sont des produits absolument standards. Vous allez à la pharmacie, vous achetez un tétracoque ou enfin bon en ce moment puisqu'ils sont en rupture de stock, mais vous achetez un vaccin hexavalent, on va pas vous demander pour quel âge a le bébé ou le nourrisson, etc. C'est un vaccin standard, quel que soit le sujet qui va le recevoir. Alors que nous sommes tous différents sur le plan du système HLA. Alors ça va plus loin que la notion de terrain, si vous voulez. Bon, je connais bien évidemment les terrains des médecins homéopathes, mais le système HLA, ça va beaucoup plus loin, parce que sur le plan de ce système, nous sommes absolument tous différents en dehors des vrais jumeaux. Et c'est la raison pour laquelle ce système doit être respecté quand on fait une greffe d'organes ou une transplantation d'organes. Pourquoi? Ben, tout simplement pour éviter une réaction de rejet qui n'est rien d'autre qu'une réaction immunitaire, une réaction de défense. Et ce système HLA fait que, eh bien, sur le plan de la vaccination, il y a des bons répondeurs, il y a des moyens répondeurs, il y a des mauvais répondeurs, et il y a des non-répondeurs. Donc on ne peut pas, pour une vaccination de masse, espérer une réponse standardisée avec des individus qui sont tous différents. Et je crois que c'est un point capital. C'est très important. C'est certainement ceux qui ont le système HLA le moins bien adapté qui sont le plus exposés à des risques. Bonjour et bienvenue sur ORL Channel. Un médecin ne peut intervenir sans le consentement libre et éclairé du patient. Comment apporter la preuve de l'information dans le cadre du consentement éclairé? C'est le sujet de notre point juridique aujourd'hui avec la médicale et Jean Villanova. Une des dispositions les plus emblématiques de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi qui régit en fait la responsabilité médicale, concerne la question du consentement. Cette question a pris une importance tout à fait considérable dans ce texte et il est très important que chaque médecin en soit bien informé. Aucun médecin ne peut aujourd'hui prodiguer des soins, sauf situation d'urgence bien entendu, sans le consentement libre et éclairé de son patient. Le patient devient un usager du système de santé, la relation tend à se partenariser et il en est ainsi. Pas de soins sans consentement libre et éclairé. Pour que ce consentement soit recueilli par le médecin, il faut, en amont de ceci, que ce médecin ait formulé une information qui soit claire, loyale et appropriée, comme nous le disent les textes, permettant au patient de se faire une idée précise du risque encouru du fait de la stratégie thérapeutique proposée et du risque encouru en cas de refus de consentement, en cas de refus de cette stratégie thérapeutique proposée. Nous sommes donc dans une situation au titre de laquelle le médecin propose dans une certaine mesure un service que le patient va accepter ou refuser. C'est un aspect vraiment novateur, gisement possible d'ailleurs de contentieux, dans le texte qui nous est aujourd'hui présenté et qui constitue la loi. Bonjour, vous êtes pédiatre homéopathe. Est-ce que vous pouvez nous parler de la santé des enfants non vaccinés dans votre clientèle? Oui, donc mon nom est Françoise Berthou, je suis pédiatre homéopathe à la retraite actuellement, mais j'ai travaillé à Genève, en Suisse. Et c'est vrai que, en tout cas parmi les enfants que j'ai eu dès tout petit ou même dès le ventre de la maman, et surtout parmi ceux qui ont choisi de ne pas faire de vaccin du tout, c'est remarquable la bonne santé de ces enfants qu'on ne voit jamais en fait, hein, et qui n'ont pas les otites chroniques et les bronchites de tous leurs petits amis de l'immeuble. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié. Bon, déjà la sagesse populaire, toutes les mamans qui m'ont dit les enfants des voisins tout vaccinés sont tout le temps malades, etc. Les miens jamais. Quelqu'un qui me dit moi ma fille de 16 ans elle a jamais reçu de vaccin, quand elle est malade ça dure 3 jours, des choses comme ça. Donc
le quotidien de ce type de médecine. J'ai aussi regardé dans la littérature ce que je trouvais. Et tout autour du monde, il y a des gens qui ont fait des études, en particulier avec les enfants qui n'ont pas reçu le vaccin coqueluche. Donc, ce qui a été fait par Michel Audin, d'une part, et d'autres chercheurs. Michel Audin, qui est un chirurgien obstétricien français, qui maintenant est à Londres, et qui étudie les conséquences du très jeune âge sur la pathologie de l'adolescent ou de l'adulte dans son institut. Donc lui a pris des enfants soit d'école Steiner, soit de groupes d'allaitement maternel prolongé. Et il a prouvé, donc statistiquement, que ces enfants avaient jusqu'à 4 fois moins d'asthme dans leur enfance, ceux qui n'avaient pas été vaccinés contre la coqueluche.